Bienvenue à l'après-midi micrologique, un rendez-vous sur la souveraineté numérique du Canada. Accueillons notre modérateur, M. Pierre-Olivier Zappa. Bonjour tout le monde. Bon après-midi. Très content d'être parmi vous aujourd'hui. Je vais inviter les gens qui sont à l'arrière de la salle ou ceux qui se commandent un petit café avant de s'asseoir de venir s'installer. Mon nom est Pierre-Olivier Zappa. Je suis chef d'antenne à TVA et à LCN. Je suis chroniqueur économique au Journal de Montréal, au Journal de Québec et au 99.5 FM. Je suis également conférencier au profit de l'Académie Zénith, qui est une fondation et un organisme qui vient en aide à des adultes qui composent avec une déficience intellectuelle. C'est une cause qui me touche profondément. Et je suis content aujourd'hui d'être ici parmi vous, d'avoir accepté cette belle invitation pour participer à cet événement sur un thème qui est brûlant d'actualité et qui est celui de la souveraineté numérique, de notre indépendance numérique, à une époque où les bouleversements sociaux, technologiques, géopolitiques s'accélèrent à vitesse grand V. Je suis content de retrouver peu à peu ma voix parce que depuis mon entrevue avec le premier ministre François Legault jeudi dernier, j'ai été frappé d'une extinction de voix violente et j'ai commencé à la retrouver hier, juste à temps pour être parmi vous aujourd'hui. Et lors de cet entretien mais elle est quand même encore un peu chevrotante, lors de cet entretien avec le premier ministre la semaine dernière, j'ai d'ailleurs abordé les enjeux de souveraineté numérique et d'indépendance numérique à une époque où on est, je pense, de plus en plus conscient des risques associés à la protection de nos données. Et il n'y a pas une journée qui passe dans les nouvelles sans qu'on aborde ces enjeux, soit sous l'angle de la protection des données, des ententes que scellent les géants du numérique, les géants américains, qui monopolisent les investissements, les capitaux et l'attention, propulsés par l'intelligence artificielle. Évidemment, parallèlement à ça, il y a cette guerre tarifaire qui a réveillé un réflexe protectionniste, patriotique, tant au sein de nos organisations privées qu'au sein de nos organisations publiques. Et c'est bien beau de se vanter de faire pousser désormais des bébés carottes au Québec. Encore faut-il s'intéresser aux valeurs qui nous sont les plus chères et aux actifs qui sont les plus précieux, et les données numériques en font partie. Et aujourd'hui, ces données sont à risque, sont au cœur de bras de fer à l'échelle de la planète, et il y a un questionnement qui va faire l'objet de notre réflexion cet après-midi. Comment on peut articuler une stratégie au Québec et au Canada pour transformer les risques en levier, pour faire en sorte que non seulement nos données soient protégées, mais qu'elles servent à nos organisations de levier pour être plus compétitives et plus productives. Parce qu'on sait que s'il y a un défi auquel fait face notre économie au Québec et au Canada, c'est entre autres celui de la productivité. On est malheureusement en bas de palmarès. Quand on regarde la liste des pays de l'OCDE, on voit que le défi à relever, il est titanesque. Et pourquoi ne pas arrimer justement le défi de la protection de nos données, celui de l'indépendance numérique, à celui de la productivité? Et pour jaser de ces enjeux-là, j'aurai le plaisir de m'entretenir avec trois panélistes un petit peu plus tard, trois panélistes qui ont une vision de terrain, qui sont branchés, connectés sur ce qui se passe, les grandes tendances, comment l'innovation se déploie à l'heure actuelle au sein de nos organisations. Il y aura ensuite un cocktail entre 5 et 7 heures, idéal pour continuer le réseautage bien amorcé cet après-midi. Mais avant tout, avant d'amorcer la discussion, conférence qui s'annonce fort intéressante parce que j'ai pu en apprendre quelques bribes, celle de Stéphane Garneau, PDG de Micrologique, qui depuis 10 ans m'a dit qu'il répétait le même message sans cesse, mais que désormais ce radotage porte réellement fruit parce qu'il y a une réelle évolution et une prise de conscience au sein de nos organisations. Alors, sans plus tarder, accueillons Stéphane Garneau. Êtes-vous prêt à m'entendre radoter? Ça va bien?
Ça va être assez... c'est rare, en fait, que je fais des présentations appuyées d'une slide PowerPoint. D'habitude, je suis un peu plus libre. Fait que je vais essayer de bien faire ça avec des slides PowerPoint aujourd'hui. Merci à mon ami Robert, merci à Karine, merci à JS de m'avoir nourri de ces slides PowerPoint-là. 45 minutes. On va essayer de décortiquer un peu c'est quoi ça veut dire la souveraineté, avec les différents niveaux de souveraineté. On entend plein de choses. Fait que je vais essayer de démocratiser un peu c'est quoi exactement ça veut dire. Je vais essayer de passer à travers mon 45 minutes puis que vous en sachiez un peu plus à la fin de tout ça. Ça vous va? Good. Avant de commencer, cette année, c'est une année spéciale pour nous. On célébrait notre 10e anniversaire de Cyrus. Donc, il faut savoir que Micrologique, c'est une entreprise de 40 ans d'histoire. Et il y a 10 ans, on a voulu comprendre c'était quoi un nuage. On a voulu arriver au marché en se disant, on ne sait pas trop, y a-t-il un potentiel, y a-t-il pas de potentiel, on est-tu capable, on l'est-tu pas, c'est-tu trop complexe, les clients nous feraient-tu confiance, ça serait où notre meilleur secteur d'activité? Fait on s'est posé toutes ces questions-là. Et 10 ans plus tard, on n'est plus à la même place du tout. On a fabriqué un nuage. Aujourd'hui, il y a des banques sur notre nuage. Aujourd'hui, à peu près la moitié des ministères et organismes sur notre nuage, des commissions scolaires, il y a des villes sur notre nuage. Et aujourd'hui, on se retrouve surtout dans une nouvelle économie qui s'appelle l'économie de la souveraineté de la donnée. Fait que pendant 10 ans, nous, on était un peu à contre-courant. On s'amusait un peu à fabriquer un nuage en se disant personne ne nous croit qu'il y a un potentiel, personne ne nous croit qu'on est capable de le faire, personne ne nous croit qu'on peut vraiment compétitionner les géants, personne ne nous croit que c'est une problématique sociétale, la notion de la souveraineté de la donnée. Là, aujourd'hui, entre guillemets, on devrait avoir un petit peu plus le vent dans le dos que le vent d'en face qu'on avait depuis 10 ans. Fait que ça amène, pour nous, une superbe opportunité, mais ça amène aussi une réflexion que je veux vous partager. Ça va tout le monde? OK. Je vais lire un petit texte. C'est le seul petit bout qui va être lu. Salut Seb. Il y a 10 ans, nous avons lancé notre cloud, avec une idée simple et folle, bâtir le plus important cloud souverain au pays. Rassembler des cerveaux, des talents, et voir jusqu'où l'info nuagique nous mènerait. Pour notre organisation, c'était un levier pour assurer la croissance et la pérennité. Et on l'a fait. On a construit notre propre nuage. Son nom, c'est Cyrus. Plus de 130 millions en investissement. Cyrus, c'est un cloud souverain pour des données sensibles et hautement sensibles. Il est construit sur mesure pour la défense, la santé, les gouvernements, les banques. Depuis nos débuts, nos combats, c'est la souveraineté numérique, un cloud plus indépendant, plus responsable, plus humain. Notre bilan est très concret. 1,5 milliard de revenus générés ces dernières années. Des bénéfices entièrement réinvestis dans nos centres de données de Québec, Montréal, Toronto. Une ambition d'atteindre le milliard en valorisation. Une équipe de 350 passionnés, parmi les plus talentueux que j'ai rencontrés. On travaille tous ensemble depuis des décennies. Aujourd'hui, des banques, la justice, la défense, le gouvernement et la santé fonctionnent sur notre cloud. Nous déployons une plateforme moderne pour l'intelligence artificielle et la cybersécurité. Nous avons des solutions pour remplacer les géants immédiatement. 42 ans d'histoire, 10 ans de Cyrus, et nous, on a trouvé notre créneau, notre place parmi les géants. Notre ambition est claire, créer de la propriété intellectuelle ici et devenir le leader souverain au pays. Former l'expertise ici, au Québec, pour soutenir nos entreprises et nos institutions dans la 4e révolution industrielle portée par l'IA. Depuis plus de 10 ans, nous portons le mot « souveraineté numérique » comme un étendard. 10 ans y croire, 10 ans à bâtir, 10 ans à proposer des solutions concrètes, 10 ans à investir et 10 ans à prouver qu'on peut le faire. Nos données doivent devenir souveraines. Nos données sont la richesse pour notre société. Nous devons protéger nos données. Et c'est notre avenir collectif, économique, technologique qui nous pousse à porter cette mission. Il y a 10 ans, c'était un rêve et aujourd'hui, nous y sommes. Les passionnés de Micrologique ont bâti brique par brique un nuage. Mais ils ont surtout bâti une entreprise pérenne, humaine, socialement responsable, une entreprise d'ici, une entreprise qui porte nos valeurs et notre signature. Chez Micrologique, on prend soin des gens et on fabrique des nuages.
que là, on ne parle pas juste de faire un choix d'un fournisseur infonuagique. On parle de faire un choix de ne pas envoyer 10 milliards par année aux étrangers. C'est de ça qu'il est question. Moi, je ne suis pas juste en train de vous vendre un cloud. Ce que je fais aujourd'hui, c'est que je suis en train de faire réaliser collectivement à tout le monde qu'on a une problématique si on s'imagine qu'il n'y a pas d'alternative canadienne pour faire un cloud souverain, puis que 10 milliards par année doit aller aux États-Unis, sans qu'on réfléchisse. The information age we live in means it's no longer about who makes steel or controls oil, but who's got your data. Ne laissons pas notre identité numérique nous échapper. Profitons de cette opportunité pour être des leaders. One of the things that has happened in the last, I would say, maybe even 6 to 9 months, is the awakening of every single country, every single society, the awakening that they have to control their own digital intelligence. Merci. En fait, c'est une année spéciale. Depuis le début de l'année, la souveraineté de les données fait les grands titres. Je vous le dis, moi, je suis sollicité par les médias presque à toutes les semaines. Aussitôt qu'un gouvernement, un organisme veut envoyer les données des Québécois dans les clouds américains, ça sort pratiquement dans les journaux. Ça veut dire que c'est rendu une situation où c'est la société qui dit au gouvernement « on ne veut plus ». C'est ça qui est en train de se passer. Pendant 10 ans, le gouvernement disait « c'est pas grave ». Aujourd'hui, les citoyens disent « on ne veut plus ». Donc, c'est ça le grand éveil qu'on a eu cette année. Ça va être... je vais gérer, vous allez voir. C'est quoi la souveraineté? Comment on peut l'atteindre, la souveraineté? Et pourquoi on parle de souveraineté? C'est vraiment ces trois thématiques-là et ces trois éléments-là qu'on va regarder aujourd'hui. J'espère vraiment que vous allez saisir que ce n'est pas juste de laisser les données ici au Canada. Parce que c'est ce que les clouds américains nous disent depuis des années. Nous sommes souverains et nos données sont ici. Alors que c'est le moindre effort d'avoir des centres de données ici. Avec la quantité d'argent qu'on donne aux clouds américains, avec les blocs électriques qu'on donne aux clouds américains, c'est juste normal qu'ils viennent s'installer ici. Fait qu'il ne faut pas considérer que c'est un cadeau qu'ils nous font d'être ici et de mettre les données chez nous. C'est nous autres qu'on leur fait un cadeau. Alors, on commence par le quoi. Ça veut dire quoi, la souveraineté numérique? Je vais vous laisser la lire, celle-là qui est en bas. La souveraineté des données, c'est le principe selon lequel les informations d'une organisation, particulièrement celles qui sont sensibles ou stratégiques, doivent être stockées, traitées et protégées dans le même pays que celui où elles sont produites, sous les lois locales et par des opérateurs locaux. Autrement dit, les données restent ici, sont contrôlées ici et sont accessibles seulement selon les règles d'ici, sans risque qu'un gouvernement étranger, un fournisseur étranger ou une loi extérieure puisse y avoir accès. Ça, c'est le bout le plus important, je pense, de toute la présentation qu'il faut qu'on réalise. Les gens, des fois, ils se disent, la souveraineté des données, ça veut-tu dire de mettre un mur coupe-feu pour que les Américains ne puissent pas voir nos données? On va s'entendre, c'est impossible. On envoie 99% aujourd'hui de nos données et de nos informations. Donc, la souveraineté des données, ça veut dire qu'on veut reprendre le contrôle légal et opérationnel de nos données et juridiques. On veut que nos données soient selon nos lois à nous. Donc, c'est ça l'élément essentiel. La souveraineté de la donnée, il y a beaucoup de monde qui me disent « Oublie ça, Stéphane, tu n'y arriveras jamais. Teams, toutes les affaires de collaboratifs, toutes les bases de données, ça ne marchera jamais. » Si à partir d'aujourd'hui, on commence à classifier nos données sensibles et on les demeure sur le territoire canadien, gérées par des entreprises canadiennes, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, les États-Unis vont avoir une donnée obsolète de ce qu'il y avait antérieurement, ça ne les intéressera plus. Donc, on va devenir souverain numériquement. Donc, ce n'est pas impossible, c'est tout à fait possible. Et est-ce que ça veut dire qu'on va tout couper les accès? Pas du tout. Les accès vont rester contrôlés de tous bords, de côté, mais on va être souverain, ça va être nous qui vont décider qui devrait voir nos données. Et si quelqu'un d'autre, salut Claude, et si quelqu'un d'autre veut voir nos données, bien, ils vont nous demander de la permission. Donc, c'est un droit, c'est un principe de droit, la souveraineté de la donnée. Droit à l'indépendance pour protéger nos données contre les menaces externes dans le respect de nos lois, de nos valeurs. Donc, c'est un objectif de société. Je ne parlerai pas de technologie une fois aujourd'hui, peut-être une, là, mais vous allez voir, ce n'est pas
un enjeu technologique. C'est vraiment un enjeu de société. Nous décidons ce qu'on veut faire. Si demain matin, au même moment, tout le monde disait « OK, on va être souverain au niveau de notre donnée », on serait capable. Donc, ce n'est pas technologique, ce n'est pas un enjeu technologique. Là, vous allez voir apparaître des Microsoft Canada, des Amazon Canada, des Google Canada, des Google souverain Canada, des Microsoft plus que Microsoft Canada. Ils vont essayer parce qu'ils voient que la souveraineté est possiblement leur plus gros compétiteur. Parce que partout à travers le monde, c'est un éveil. C'est un éveil qu'on est en train de vivre. C'est un éveil qui est beaucoup causé par le contexte géopolitique actuel. Donc, les gens commencent à ne pas être à l'aise d'avoir aucun contrôle sur nos données. Donc, les fameux clouds qui sont en train de se dire souverains, est-ce qu'ils le sont vraiment? Donc, pour le savoir, on a 4 critères pour y répondre. Le premier critère, c'est la résidence des données. Sont où nos données? On le sait, les centres de données ici au Québec, on en a des bons, on en a où les fournisseurs américains sont installés, il y en a en Ontario, il y en a dans l'Ouest canadien. Donc, c'est important d'avoir la résidence de la donnée pour nos données à nous. Ça, c'est le critère, je dirais, le plus facile. Puis même celui-là, on a de la misère à le faire respecter parce que ce n'est pas l'ensemble des applicatifs qu'on utilise qui sont sur notre territoire. Fait que des fois, on va choisir une région pour déposer nos données, mais à un moment donné, on va utiliser un service ou un microservice ou quelque chose, et ce quelque chose-là, il ne sera pas disponible à travers le Canada. Il va falloir aller le chercher à New York, il va falloir aller le chercher à Washington, il va falloir aller le chercher en Floride. Puis là, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? On est soudainement plus souverain. On vient de perdre un petit bout de ce qui était originellement local. Plusieurs fois qu'on le voit. Donc, la résidence de données, point numéro 1. Mais entre vous et moi, c'est le plus facile. Oh! On est rendu dans la souveraineté opérationnelle. Ça se corse pour nos amis les Américains. L'encryption, la gestion des identifiants, les logs, tout ça doit être hébergé au Canada. La souveraineté opérationnelle, c'est la garantie que nos données ne quittent jamais le Canada, ni physiquement, ni humainement et ni légalement. Donc, c'est du monde qui travaille au Canada, qui sont des Canadiens, qui sont pour une compagnie 100% canadienne. C'est ça que ça prend, là. On vient de prendre une distance là, avec nos amis américains. Vous êtes d'accord? Vous êtes silencieux, je trouve. Il me semble que c'est sympathique de parler de la souveraineté de la donnée un mercredi après-midi. Fait que la souveraineté opérationnelle, c'est bon. La troisième, là, on est rendu dans le légal. Là, ça se complique vraiment. Parce que pour être souverain de façon légale, il n'y a personne d'autre qu'une entreprise canadienne vraiment majoritaire qui peut l'être. Donc, le Microsoft Canada, où il n'y a pas d'opération, où il n'y a rien, ça ne passera pas le test. Alors là, on commence à se séparer du peloton. Là, on commence à dire, OK, là, il y a quelque chose. Le volet légal. Puis la souveraineté légale, c'est la certitude que les lois du pays, et seulement les lois du pays, sont ceux qui s'appliquent. La souveraineté légale, c'est la certitude que nos données n'obéissent qu'aux lois canadiennes, jamais à celles d'un autre pays. Il n'y a rien d'autre que ça. Et le quatrième, c'est la souveraineté technique. C'est souvent là que les gens vont me dire, t'as un peu là, toi tu as un cloud, puis tu roules Microsoft, pas Microsoft, mais VMware là-dessus, tu roules des partenaires américains, tu as des serveurs avec des composantes de partout. C'est pas vrai que tu es un cloud souverain. Fait qu'on le voit ici, là. La cible aspirationnelle d'utiliser en exclusivité les données souveraines, donc un contrôle total sur la chaîne d'approvisionnement canadienne, c'est à peu près impossible. On va se le dire, au Canada, de la mémoire, des disques rigides, des cartes graphiques, tout ça, si on commence à se dire que ça serait ça un cloud souverain, on n'en ferait jamais. On s'entend? Donc, le volet réaliste, c'est la souveraineté technologique dépend du contrôle de l'accès, la priorité des technologies canadiennes. Donc, s'il y a une technologie canadienne qui existe, on l'intègre dans notre cloud. Et il faut analyser les risques. Chaque technologie étrangère pour s'assurer qu'aucun fournisseur n'a d'accès et n'a de contrôle sur la donnée. Vous connaissez tout le monde Bombardier? Bombardier qui prend un moteur d'avion Pratt & Whitney, qui l'insère dans son nouveau modèle. Est-ce que Bombardier, c'est une entreprise canadienne? Est-ce que les avions de Bombardier sont canadiens? C'est-tu grave si Bombardier ne fait pas de moteur? Là, c'est un exemple que je vous ai donné en passant, là. Mais vous comprenez le principe. Fait que c'est pas grave si j'utilise un hyperviseur d'un fournisseur mondial. C'est pas grave si j'utilise de la mémoire ou un disque rigide d'un fournisseur mondial. C'est pas grave si j'utilise la carte NVIDIA à l'intérieur de mon serveur. Ce
Ce qui est important, c'est que je maîtrise moi-même qui peut voir ces données-là. Est-ce que je suis isolé du reste du monde? Est-ce que si la défense dit, Stéphane, es-tu certain que tu es complètement isolé, qu'on ne sera pas, à un moment donné, à cause d'une mise à jour, on ne se retrouvera pas dans un serveur américain ou dans une compagnie américaine? C'est ça, la souveraineté technique. Vous comprenez? Donc, j'ai remis ici les 4 niveaux. La résidence des données, comme je disais tantôt, c'est une façade qui est quand même assez facile pour les fournisseurs américains d'atteindre. La souveraineté opérationnelle, c'est un peu plus compliqué. En Europe, ils ont même essayé de faire une souveraineté opérationnelle. Donc, Microsoft est arrivé et ils ont dit, là, étant donné que vous ne nous voulez plus sur votre territoire, on va embaucher du monde de Microsoft puis on va se mettre à faire les opérations de façon opérationnelle. Tu sais, ils cherchent les façons de faire en sorte qu'on réussisse à passer. On n'a pas ça au Canada. La souveraineté légale. Puis là, on se comprend, il faut que les 3 niveaux soient atteints pour obtenir la souveraineté légale. Et le 4e, la souveraineté technique. Fait que là, on comprend tout le monde? Les 4 niveaux. Merci, Seb. Maintenant, pourquoi? Fait que là, je vous ai expliqué les 4 éléments qui font en sorte que quand les gens vont vous dire « Ouais, la souveraineté, mais Micrologic utilise des hyperviseurs américains, Micrologic, il ne fabrique pas de serveurs. » Vous allez pouvoir y dire, t'as peu là. Micrologic est sur son territoire, il est obligé de respecter les lois canadiennes. Micrologic est obligé d'être installé avec les données dans les centres de données canadiens. Micrologic est obligé d'avoir des employés canadiens. Micrologic, vous comprenez, il y a beaucoup d'éléments là, qui commencent à se différencier de nos amis. Mais là, pourquoi je vous parle de souveraineté? C'est un sujet qui est quand même assez boring. Puis là, vous me dites, mais pourquoi lui, il vend du cloud d'envie puis qu'il s'intéresse à la souveraineté? Bien, c'est parce que depuis 10 ans, on réalise des éléments. Depuis 10 ans, on est en train de réaliser que, premièrement, on est capable de faire un cloud. Et deuxièmement, on est en train de réaliser que ça n'a aucun bon sens d'envoyer nos données aux États-Unis et de perdre une portion de notre souveraineté à chaque fois. Parce qu'à chaque fois qu'un gouvernement envoie une partie de nos données, le gouvernement envoie une partie de notre souveraineté. Le pourquoi? Bien, c'est pour la protection de nos données. Tantôt, il y avait la ministre Merkel qui disait « Data is the new oil ». Pourquoi les gens disent ça, Data is the new oil? Vous avez vu le scandale qu'il y a eu avec Ancestry, justement, où ils vendaient nos DNA humains. Vous l'avez tous vu. Vous avez vu le gouvernement québécois qui dit on devrait être en partenariat avec les grandes firmes biomédicales, les pharmaceutiques, parce qu'ils veulent avoir nos données. C'est parce qu'ils vont faire quelque chose avec vos données. Ça vaut de l'or. Il faut qu'on les protège. Puis il faut qu'on puisse décider comment et qui devrait les avoir et qui devrait payer pour nos données si on veut les vendre. Puis si on ne veut pas les vendre, bien, c'est nous autres qui va décider de les garder pour nous. On le sait, on l'a vu la semaine passée, on n'est pas intéressé de vendre les données de nos enfants pour la garderie. On n'est pas intéressé de vendre les données du volet médical. On n'est pas intéressé. Fait que c'est la société qui décide qu'on n'est pas intéressé, donc ça reste dans nos droits de le garder. Mais si on dépose ça dans une juridiction qui n'est pas la nôtre, on n'a plus cette décision-là, on ne peut plus décider. C'est majeur, là, vous trouvez-vous? Trouvez-vous? Donc, on l'a dit tantôt, la seule résidence des données, ce n'est pas suffisant. Fait que je reviens à ma question. Pourquoi? Là, je vous dirais, c'est Noël qui s'en vient. Moi, j'habite dans la région de Québec. Dans la région de Québec, on a une église qui s'appelle Sainte-Anne-de-Beaupré. Bon, c'est pas à Québec, là, c'est un petit peu plus loin, là, c'est à Sainte-Anne-de-Beaupré. Puis il y a des miracles qui se passent à Sainte-Anne-de-Beaupré. Fait que moi, l'année passée, dans le temps des fêtes, je suis allé à Sainte-Anne-de-Beaupré, je suis passé, j'allais faire du ski. Puis là, je me suis dit, on va arrêter, on va allumer quelques lampions. Et j'ai fait des vœux. Et des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas. Et cette année, tous mes vœux se sont réalisés. Tous mes vœux. Voulez-vous voir c'est quoi? Stéphane Garneau a tout misé sur le nuage et se considère comme un pionnier. Ça fait 10 ans qu'on développe notre cloud, ça fait 10 ans qu'on contracte des clients du gouvernement, de la santé, de l'éducation, des grandes banques. Convaincu que l'avenir de l'informatique passe par le stockage en ligne des données, il a investi dans une batterie de serveurs ultra sécurisés située au Québec et a entrepris de convaincre les pouvoirs publics de lui faire confiance et d'encourager une entreprise d'ici. L'info nuagique, on parle de 10 milliards par année que le pays dépense. Le pays pourrait investir plutôt que de dépenser 10 milliards par année. Investir dans les sociétés d'ici, pour nos propres données ici et pour nos propres équipes.
Les compagnies d'ici, comme Micrologic, semblaient condamnées au rôle de David contre les Goliaths américains. Mais une série d'événements, depuis le début de l'année, pourrait bien tout changer. À commencer par la décision d'Amazon de fermer ses centres de distribution au Québec. Un départ soudain vécu comme une gifle par le gouvernement provincial, au point de le pousser à revoir ses liens d'affaires avec le géant américain. Simple que ça. Mais la volonté de s'émanciper des technologies américaines est là. You know, we're not treated well by Canada, and we have to be treated well. L'arrivée au pouvoir de Donald Trump et son attitude de plus en plus agressive envers le Canada soulèvent aussi beaucoup d'inquiétudes. Surtout qu'il était entouré, lors de son investiture, des patrons de tous les géants américains de la technologie, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. À Ottawa, on se dit déterminé à en tirer les conséquences. Il y a une réflexion à faire. Moi, souvent, les règles du jeu ont changé. Les dernières semaines, les derniers mois nous forcent, dans le fond, à repenser certaines de ces stratégies-là qu'on avait. Il y a comme un éveil collectif où là, il faut se poser des questions sur la sécurité, sur aussi les investissements qu'on peut faire pour ramener ces données-là chez nous. Pour Stéphane Garneau, c'est d'abord et avant tout une question de souveraineté numérique. Car selon lui, confier nos données à des opérateurs américains assujettis aux lois américaines, surtout dans le contexte actuel, représente un risque. Pour l'ancien officier militaire Steve Waterhouse, c'est aussi une question stratégique. Les données aujourd'hui au 21e siècle, ça a plus chère valeur que de l'or ou de l'argent. Est-ce qu'on veut laisser fructifier cet argent-là ailleurs ou bien on peut le faire ici? Le Canada, selon lui, est à la croisée des chemins et il est essentiel de ne pas répéter les erreurs du passé. Merci, Madame la Présidente. Il y a 10 jours, Amazon a fermé ses 7 entrepôts au Québec. Amazon ne mérite pas de tapis rouge de la part du gouvernement. Les employés licenciés demandent au gouvernement de fermer le robinet d'argent public, de l'argent des Québécois, vers Amazon. Contrat pour les données, achats gouvernementaux, tout ça doit cesser. La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, je suis d'accord avec la chef du deuxième groupe d'opposition. Ce qu'a fait Amazon, c'est inacceptable. Maintenant, Madame la Présidente, j'ai demandé à la présidente du Conseil du Trésor de revoir les contrats avec Amazon. Il n'y a rien que je rêverais de plus que de remplacer Amazon. Il y a des entreprises québécoises qui se développent, pour lesquelles qui ont reçu des contrats. Je pense à Micrologic, qui a des contrats et qui se positionnent. Et on est en train de regarder avec le MCN pour inclure aussi la notion de souveraineté de nos données. En tant que directeur des affaires publiques et juridiques, vous représentez Microsoft France auprès des décideurs publics. Êtes-vous personnellement prêt à garantir, sous serment, devant cette commission, que les données des citoyens français confiées à Microsoft via l'UGAP ne seront jamais transmises à des sociétés étrangères sans l'accord explicite? Non, comme je vous l'ai dit, je ne peux pas le garantir. Parler parce que ça soulève l'enjeu de la souveraineté numérique, c'est-à-dire de la propriété de nos données ici au Québec ou au Canada, qui est remise en question avec une loi créée par Donald Trump, le Cloud Act. Une loi, en fait, qui permet au gouvernement américain de pouvoir mettre la main sur des données hébergées à l'extérieur des États-Unis par des compagnies américaines. Ces derniers mois, on s'est mis à y penser davantage et ça fait en sorte qu'on veut davantage souverain sur le plan numérique. Même si des données sont présentes sur des serveurs ici chez nous, elles peuvent être soumises à cette loi-là. L'important, c'est est-ce que l'entreprise, elle est américaine? Et si la réponse est oui, elle est soumise à la loi et les données pourraient être saisies par Washington. Moi, j'ai été alerté de cette situation par des sources au gouvernement du Québec qui se préoccupent beaucoup plus de cette situation aujourd'hui qu'il y a quelques années. Pourquoi? Parce que la relation avec Donald Trump et les États-Unis a changé. C'est un président imprévisible et il y a une remise en question de l'état de droit qui inquiète beaucoup les autorités chez nous. L'idée que les données de mes enfants sur leur nom, leur âge, des fois des conditions de santé, que ça se retrouve aux États-Unis. Déjà là, je trouve qu'il y a quelque chose de problématique. Le gouvernement Legault reconnaît tout à fait qu'on est actuellement dépendant des solutions américaines. Il veut de plus en plus s'en détacher, faire confiance à des entreprises québécoises. L'autre aspect aussi là-dedans, c'est qu'on est en mesure de développer un marché ici au Québec pour le numérique. On a ce qu'il faut, on a des entreprises ici avec lesquelles on pourrait travailler. Cette indépendance-là, cette autonomie-là sur le plan du numérique est importante. All of the projects that we're doing are part of bigger strategies that include
high-speed rail, clean energy, sovereign data, projects, strategies that will build a better connected, more sustainable, and more productive Canadian economy. The major thing we're announcing today is a comprehensive Buy Canadian policy. We are on a mission to build Canada strong. Merci à Sainte-Anne-de-Beaupré. C'est impressionnant hein, ce qui s'est passé en dedans d'un an. Ça a été vraiment l'éveil collectif. C'est ça qu'on a réalisé et la prise de conscience. Maintenant, ça, c'est le point de départ. C'est à partir de là qu'on commence. Vous êtes d'accord? Vous vous rappelez quand Musk, en début d'année, a commencé à faire son Doge? À un moment donné, il a pris, rien de compliqué, les données des Américains pour essayer de faire de l'analytique à travers tout ça. Donc, il a demandé d'avoir accès à ça, à 2-3 chums. Il a eu accès à ça. Après ça, la Cour est venue essayer de l'empêcher et il n'a pas réussi. Regardez, c'est quand même impressionnant, là. Imaginez si à l'intérieur de ça, il y avait des données canadiennes. Nos lois ne sont pas les mêmes qu'aux États-Unis. On a des lois qui protègent nos données, on a des lois qui protègent nos enfants. Puis ces lois-là, bien, c'est nous qui les avons votées. C'est nous qui avons élu des décideurs pour voter des lois pour nous protéger. Nous, comme société canadienne, comme société québécoise. Ce n'est pas la même chose qu'en Europe. Ce n'est pas la même chose qu'aux États-Unis. Donc, un cloud européen, est-ce qu'il est souverain sur le territoire canadien? Selon vous? Selon vous? La réponse est non. C'est des lois européennes. Un cloud américain sur un territoire canadien? La réponse est non. Un cloud canadien sur un territoire canadien? Moi, là, le gouvernement peut faire ce qu'il veut avec moi. La journaliste qui veut rentrer dans mon centre de données puis avoir accès aux données puis aux informations, il peut, c'est son droit. C'est le Canada et je suis une entreprise qui, quand je signe mon papier comme de quoi je veux être un entrepreneur au Canada, la deuxième papier que je signe, c'est que je vais respecter les lois canadiennes. Ça fait partie de notre deal de société. Donc ça, on a ça, nous, à l'intérieur du Canada, pour nous protéger. Je pense qu'il faut s'en servir, surtout en 2025. J'ai vu, la semaine passée, quand l'histoire des garderies est arrivée et que les données étaient envoyées aux États-Unis, il y a un des ministres qui disait « Ouais, mais les États-Unis, pas une fois, sont venus chercher nos données. » Who knows? Parce qu'il y a deux lois. Il y a une loi qui s'appelle le Cloud Act et il y a une autre loi qui s'appelle le FISA. Je ne sais pas où, je vais vous la montrer un petit peu plus tard. Mais le FISA, on n'est même pas obligé de le savoir. Ils peuvent fouiller dedans. Ça fait partie de la défense, en fait. La défense qui veut avoir accès à nos informations, ils vont avoir accès à nos informations. Et là, je vous demande un peu plus de comprendre. Nous sommes justement à Bombardier. On est en train de créer le nouvel avion de défense. On veut-tu que nos données soient vues par les Américains? On est en train de développer un nouveau vaccin, c'est la course mondiale, il y a une nouvelle pandémie. Est-ce qu'on est à l'aise de savoir que notre nouveau vaccin va être rendu partout? On est en train de faire un nouveau référendum où on est en train de faire une nouvelle prise de conscience sociétale, puis ça nous appartient. Est-ce qu'on a l'intention que les États-Unis ou que les autres juridictions aient accès à ça? Non. La réponse est non. C'est juste qu'on ne le savait pas avant que c'était aussi libre que ça l'est en ce moment. Puis comme je vous disais, on le voit, là. On le voit que ça les énerve, les grands clouds américains et les géants, de respecter nos lois. On a eu plein d'exemples qui sont arrivés dans les 2 dernières années. Vous avez vu à la Chambre des communes à Ottawa, quand Google et Facebook ont essayé de dire au gouvernement, c'est pas vous qui allez nous dire comment distribuer l'argent aux médias. C'est fou, là. Les géants sont venus un peu contrecarrer ce que les politiciens et que nos lois leur proposaient. Et ça, là, je vous donne une histoire, mais il y en a des dizaines depuis les dernières années. Donc, ce n'est pas vrai que c'est quelque chose qui ne nous concerne pas. Ça nous concerne tous. Fermeture intrigante, encore une fois, si le Québec décide certains projets de société, on le sait tous, là, quand les entrepôts d'Amazon ont fermé, ce n'était pas parce que les entrepôts n'avaient pas assez d'achalandage, c'est parce que les entrepôts étaient menacés d'une syndicalisation. Donc, Amazon a tout simplement décidé de tout fermer ça. Ça veut dire que ils ne respectaient pas nos règles, ils ne respectaient pas ce que les Québécois décident de faire, ne serait-ce que dans le milieu du travail. Le droit au travail, c'est un droit qui ne devrait pas rien de foutre avec un fournisseur américain. Et là, on a été victime de ça. Donc, c'est réel, là. C'est pas juste une fois de temps en temps. Non, non, c'est quelque chose qui nous arrive pour vrai et c'est réel. Les taxes sur les services numériques, on l'a vu, Trump, ça l'énerve qu'on joue avec ça. Vous le voyez, c'est quelque chose qui est sociétal pour vrai, là. Autre élément, la chaîne d'approvisionnement en TI. Est-ce qu'on est à l'aise que l'ensemble des TI appartiennent à 3 ou 4 joueurs mondiaux?
Amazon détient 31% du marché mondial de l'info numérique. Microsoft, 20%, Google, 13% et les autres en bas. Donc, ces trois entreprises qui ont le monopole sur le savoir. Vous vous rappelez tout le monde de ChatGPT? Pourquoi ce n'est pas Microsoft, puis ce n'est pas Google, puis ce n'est pas Amazon qui ont fait ChatGPT? Pourquoi c'est une petite firme de 350 employés? Vous comprenez? Les géants, ça ne veut pas dire que c'est eux autres qui innovent. Les géants vont faire des acquisitions, des petites entreprises qui vont innover. Mais ça prend des entreprises qui émergent. Ça prend pas juste 3 oligopoles. Parce que la journée où Amazon décide que sa stratégie va aller vers la gauche, que Microsoft, sa stratégie va aller vers la droite, puis que nous, au Québec, on décide que notre stratégie, ça doit être tout droit devant nous, puis que ça soit celle-là qui est la bonne, parce que ça se peut qu'on fasse des choses qui sont meilleures que ce que les géants vont produire. Je vous donne un exemple qu'on est meilleur. On est capable, au Québec, de traiter de façon éco-responsable la donnée pour l'intelligence artificielle. On est capable de faire ça au Québec. On a le climat favorable pour le faire, on a l'hydroélectricité, puis on a des procédés pour rapatrier la chaleur qui est envoyée dans l'atmosphère et pour réchauffer des serres à l'année. On est un modèle mondial de traitement éco-responsable de la donnée. Microsoft ne peut pas faire ça. Google ne peut pas faire ça. Eux autres sont au charbon, sont au nucléaire, sont aux énergies fossiles. Bien, nous, on peut le faire. Fait qu'est-ce qu'on refuse l'innovation, puis est-ce qu'on refuse d'être meilleur dans certains créneaux? Bien, la réponse est non. Microsoft, Google, Amazon facturent une fortune de frais de transfert, ce qu'on appelle des frais egress. C'est impossible pour un client d'avoir une visibilité sur sa facture. Nous, on a décidé que... Je vois le monsieur avec... Parce que c'est son cœur de métier, les frais... Salut! Donc, nous, on a décidé que c'est quelque chose qu'il fallait améliorer. Il faut améliorer le fait que nous, on aime ça avoir une prévisibilité de comment ça coûte, nos affaires. Donc, c'est à nous autres de décider si on veut ou si on ne veut pas. Alors, c'est tous des éléments qui prouvent qu'on est capable de faire de l'innovation, qu'on est capable de faire des choix selon ce que nous, on veut avoir. Et ne pas être des consommateurs de ce que les Américains nous proposent. Parce que comment ça s'appelle, ça, quand on est consommateur de ce que les Américains nous proposent? Une colonisation. Il n'y a pas d'autre mot. La concentration du risque. On en a eu des exemples de panne récemment. En juillet 2024, panne mondiale de Microsoft. En juin 2025, panne mondiale de Google. Pourtant, en juillet et en juin, il ne s'est rien passé du côté de Micrologique. Tous les clients qui étaient chez nous, puis là, je ne suis pas en train de dire que je n'aurai jamais de panne, mais je suis en train de dire que s'il y a des pannes mondiales et qu'on a un écosystème numérique canadien, souverain, indépendant des géants, bien, on a plus de chances d'être indépendant de ce qui peut se passer de façon mondiale. Risque d'ingérence étrangère. Microsoft et Google au Canada, c'est 95% du marché. Si jamais quelqu'un décide de couper ça, de couper le service dans un contexte géopolitique instable, là, encore une fois, vous allez me dire non. Mais là, on l'a vu que c'est des choses qui existaient et que c'était en train de se réaliser. On n'est pas à l'abri de ça. L'enjeu à l'économie. Ça, c'est mon préféré. Parce que moi, je suis un entrepreneur d'ici. Puis pas un entrepreneur nécessairement juste pour faire des profits, mais un entrepreneur qui comprend l'impact économique de ça peut dire quoi la souveraineté. J'ai regardé une statistique qui m'a vraiment fait réaliser ça, cette slide-là ici. Si l'Union européenne parvenait à produire 15% des services cloud qu'elle achète aux États-Unis, ça serait 463 000 emplois supplémentaires dans l'Union européenne, un impact de 0,04 du PIB. Là, je lis ça, puis je me dis, belle statistique, sans plus. Puis là, je regarde le chiffre, 463 000 emplois supplémentaires. 0,04 du PIB. Fait que là, j'ai rapatrié ça au Canada. Là, j'étais dans les chiffres de 50 000 emplois. J'étais dans les chiffres d'équivalent au niveau du PIB. Puis là, pour 15 c'est rien 15 là. 15 c'est les backups. Mettons qu'on prend les backups partout à travers le pays de tous les organismes publics, on atteint ces cibles-là. Puis là, on fait juste commencer. Là. On ne parle pas d'intelligence artificielle, on ne parle pas de cybersécurité, on ne parle pas de la donnée qu'on va aller déposer sur des stockages, on ne parle pas des serveurs virtuels, on parle juste du backup, là, 15 là. Vous voyez l'impact économique qui est majeur. Là, vous allez me dire, Stéphane, on est au Canada, on est dans l'abondance financière, nos hôpitaux, nos routes, nos écoles, tout va bien. Parle-nous pas de ça. Je le sais. Mais imaginez là, que ça se mettait à mal virer. Là. Imaginez, là. C'est un marché qui nous appartient et qu'on est en train de ne pas utiliser.
Et c'est des technologies qu'on déploie, là, du backup là, de Microsoft et d'Amazon. Là. On est un des plus importants partenaires de l'Amérique du Nord. Nos amis de Cohesity qui sont ici, ils nous ont remis un prix cet été. Chercher les clouds à travers l'Amérique du Nord, le plus important et le plus gros et celui-là qui a déployé le plus de projets, c'est nous autres, Micrologique, au Québec. Puis là, je me dis, ça, si on le fait à travers le pays, dans le volet secteur public, ça peut avoir un impact réel sur le PIB canadien. C'est de ça qu'on jase. Vous l'avez vu, l'étude qui était sortie, je ne me souviens pas si c'est l'année passée que c'était sorti. Chaque dollar dépensé dans une PME permet de garder 66 sous dans l'économie locale, comparativement à 11 sous quand l'argent se trouve dans les mains des multinationales et 8 sous pour les géants en ligne. 66 sous. Fait que le ministère, là, le ministère qui décide d'envoyer son backup chez Microsoft, bien, il vient de passer à côté d'une belle occasion. Êtes-vous d'accord? Je vais demander s'il y avait des ministères dans la salle. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais Stéphane, ces géants américains-là, ils ont quand même un impact, là, ils payent des impôts, ces gens-là, ils doivent, ça doit être des milliards qui rentrent dans les coffres de l'État. Les GAFAM utilisent différents stratagèmes pour transférer les revenus dans les paradis fiscaux. Microsoft déclare 39 milliards de revenus à Puerto Rico. Puerto Rico avait instauré un programme, j'ai de la misère à le dire sans rire, Puerto Rico avait instauré un programme de 0% d'impôt sur les compagnies technologiques. Microsoft, qui embauche 100 personnes, a un chiffre d'affaires de 30 milliards à Puerto Rico. Et Google fait la même chose. Donc, est-ce que ces gens-là mettent vraiment de l'argent? Moi, je vais vous le dire, le seul argent que ces joueurs américains-là mettent, c'est dans les lobbies pour influencer nos décideurs. C'est la première fois que je la sors, celle-là, en passant. On va regarder. Je regarde les vidéos que je vous montrais tantôt, puis à toutes les fois, on parle d'une économie canadienne de 10 milliards. À d'autres places dans la vidéo, je voyais 15 milliards. À d'autres places dans la vidéo, je voyais 18 milliards. Là, vous allez me dire, branche-toi, c'est ton chiffre. C'est parce que ça va vite comme ça. Il y a 2 ans, on était à 10 milliards. Cette année, on est à 18 milliards, US. L'année prochaine, on va être à 22 milliards, US. C'est énorme. C'est une croissance exponentielle. On nourrit la bête de données, de data. On en a une quantité industrielle, ça continue de populer et ça ne l'arrêtera pas. Alors là, plutôt que de rendre juste les entreprises américaines heureuses de la production massive des données qu'on fait, utilisons-les. C'est une stratégie économique canadienne qui est à notre portée. Je vous dirais que quand j'écoute les grandes filières, la filière batterie, la filière des montgolfières, la filière... On les voit, toutes les grandes filières. Ben moi, je suis déjà prêt. Là. Ça fait 10 ans que je le fais. Je suis ici au Québec. C'est déjà en opération. C'est déjà quelque chose qui est maîtrisé. C'est une filière. Là, mon seul défaut, en fait, c'est que je ne viens pas de l'extérieur. Si j'étais européen en disant je vais aller déployer un cloud souverain, bien, possiblement que ce serait plus facile pour nous. Mais ici, en ce moment, là, cette filière-là, elle est réelle, elle est majeure et elle peut faire en sorte de faire rentrer non seulement de l'argent dans les coffres, mais je vais vous expliquer un petit peu plus tard, c'est que l'impact de la propriété intellectuelle, l'impact du savoir, l'impact de la connaissance commune qu'on conserve plutôt que de juste être décolonisé, bien, ça va aider aussi nos entreprises à déployer l'IA, à se sécuriser et à faire en sorte qu'on va être responsable nous-mêmes de tout ça. Donc, ce n'est pas juste de dire « Micrologique, là, il parle parce que ça va être bon pour son entreprise ». Non, non, il y a autre chose que ça. Là. C'est pas mal plus grand que Micrologique, ce que je suis en train de vous jaser. Evan Salomon, ministre de l'Intelligence artificielle, la souveraineté des données est une question politique et démocratique la plus urgente de notre pays. Cela permettrait de renforcer la capacité de calcul des centres de données dont nous avons besoin pour soutenir la compétitivité au Canada, protéger nos données et renforcer notre indépendance et notre souveraineté. Vous le voyez là, c'est rendu dans le volet politique, c'est rendu un des enjeux qu'on parle le plus. Et tout ça, on se rappelle à ma présentation de départ, qui peut le faire? Qui peut faire la souveraineté des données? En résidence, en opération, en légal, c'est nous autres. Puis on a ça au Québec. Puis savez-vous quoi? On a eu un 2e cadeau de Noël cet été. Dans le domaine des TI, Gartner, c'est un peu la Bible. C'est l'équivalent dans un restaurant des étoiles Michelin ou des diamants. C'est la même chose.
Fait que moi, j'ai reçu mes étoiles Michelin cet été. Puis quand je dis j'ai reçu, c'est toute notre gang de 350 talents qui ont reçu ça. Là. C'est arrivé par la poste, là, je vais vous le dire comme ça. Mais Gartner a publié le 5 mai, dans le Market Guide pour la souveraineté de la donnée, que Cirrus est reconnu comme la seule solution de souveraineté numérique canadienne dans la catégorie de la souveraineté opérationnelle, c'est-à-dire au niveau le plus exigeant du spectre décrit par Gartner, aux côtés des hyperscalers américains et des grands clouds souverains européens. En pratique, pour le marché canadien, Gartner pointe un seul cloud souverain opéré localement à ce degré de souveraineté. C'est incroyable! Micrologique, on s'est donné un why. Notre why à nous, pourquoi on fait ce qu'on fait? Plus indépendant, plus responsable et plus humain. C'est pour ça qu'on fait ça. On est une entreprise d'ici, plus indépendante, plus responsable et plus humaine. C'est ça notre why corporatif. Notre why de la stratégie, c'est de bâtir le plus important cloud souverain au pays. Mais regardez tout ce que ça prend pour ce why-là. Ça prend de la capacité. Nous, il faut qu'on gère des blocs d'électricité à l'avance. Ça prend la notion d'éco-responsabilité parce que ça fait partie de notre volet responsable. Connectivité, on est installé sur tous les réseaux, les dorsaux qu'on appelle, pour l'éducation, la santé, le gouvernement. On est déjà installé sur ces réseaux-là. Tous les éléments, en fait, d'avantage que vous voyez sur le tableau aujourd'hui, c'est pour vous démontrer que depuis 10 ans, ce n'est pas si simple de fabriquer un cloud. Les ententes de partenaires à l'international qu'on est allé chercher, les déploiements de clients, on a compris, on a appris comment facturer un client, comment le supporter, comment cohabiter à travers les géants, comment faire en sorte qu'un client considère une valeur dans ce qu'on fait. Donc, tout ça, ça prend des années d'investissement. Puis c'est ça qu'on a réussi à faire au cours des dernières années. Puis c'est pour ça aujourd'hui qu'on considère qu'on est dans un contexte favorable pour l'innovation. Nous sommes mis nous-mêmes dans ce contexte favorable-là pour prendre la prochaine vague. Et c'est quoi cette prochaine vague-là? Ben, tu peux partir la prochaine vague? It began here. The first industrial revolution. Watt's steam engine and the mechanized loom introduced automation and the advent of factories. And industry was born. The age of electricity. Ampere unraveled electromagnetism. Faraday built the first electric generator, and Maxwell laid the foundations for modern electrical engineering. Siemens and Wheatstone's dynamo, the engine of electricity, bringing machines, trains, factories, and cities to life, electrifying the planet, igniting modern manufacturing. And today, born out of the computing and information age, the fourth industrial revolution, the age of AI, reimagining every part of industry. Across the continent, industrial AI is taking hold. From design to engineering, you're blazing new trails toward understanding and reinvention. You brought the physical world into the virtual to plan and optimize the world's modern factories. You're building the next frontier, where everything that moves is robotic. Every car, an intelligent autonomous agent, and a new collaborative workforce to help close the global labor shortage gap. Developers across the continent are building every type of robot, teaching them new skills in digital twin worlds and robot gyms, preparing them to work alongside us in our factories, warehouses, the operating room, and at home. The fourth industrial revolution is here, right where the first began. Ça, c'est pas dans le futur, c'est maintenant.
Et le maintenant, il faut avoir des joueurs canadiens capables de contrôler, de gérer, d'apprendre, de comprendre, de déployer, d'intégrer des entreprises, de montrer aux entreprises à quel point ça peut être bénéfique pour leur productivité, de montrer aux entreprises à quel point ça peut être bénéfique pour leurs problèmes de pénurie de main-d'œuvre, de montrer aux entreprises à quel point ça peut être bénéfique parce que si les autres compétiteurs à travers le monde prennent le pas avant eux, ils vont mourir. On est à l'ère de la 4e révolution industrielle et c'est impossible de devenir bon en se couchant le soir, en se levant le matin, sans jouer avec ces éléments-là. Nous, on est un des importants clouds souverains pour NVIDIA. Tantôt, je vous parlais du volet éco-responsable. J'ai accès à toutes les données, j'ai accès à toutes les tables de données, j'ai accès, dans le fond, au toolkit complet. Mais aujourd'hui, parce que nous envoyons 95% de notre argent aux États-Unis, je ne pouvais pas dire à mes équipes, allez jouer avec cette technologie-là, allez déployer cette technologie-là en clientèle. Je suis sur les freins au niveau de l'innovation. Fait que moi, mon grand appel à vous que je fais, c'est que je vous dis, voyez pas juste la souveraineté de la donnée avec le volet légal. C'est-tu bon, c'est-tu pas bon? Puis voyez pas juste la souveraineté de la donnée par rapport au potentiel actuel, puis par rapport au volet fâché qu'on peut avoir avec Trump. Voyons-le comme un potentiel réel pour le Québec de saisir une nouvelle économie numérique qui va nous amener après ça à comprendre les technologies de robots, des technologies médicales au niveau du IA, les technologies de productivité que toutes nos entreprises ici ont besoin. Tantôt, quand je parlais de la colonisation, c'est aussi de ça que je parle. On ne veut pas être des consommateurs uniquement, on veut être des producteurs, on veut créer, on veut innover, on veut exporter. On veut faire de cette nouvelle révolution industrielle-là une chance pour le Québec. Et c'est ça qui est à notre portée aujourd'hui. Et là, on est chanceux. On est chanceux parce qu'on a un cloud québécois qui est reconnu à travers le monde et qui est le leader canadien. Et là, on réalise que c'est une nouvelle économie qui est à notre portée. Alors, est-ce qu'on va attendre que ce soit un joueur de l'Ouest canadien? Est-ce qu'on va attendre que ce soit un joueur de l'Ontario? Ou on saisit l'occasion au Québec et on soulève un partenaire qui est capable de prendre la souveraineté de la donnée, de faire traiter ça ici de façon éco-responsable au Québec, de ramener l'argent dans nos coffres et de faire en sorte que nos employés ne soient pas 350, mais soient 3500, soit 35 000, soit 90 000. Vous vous rappelez à l'époque, il y a une entreprise qui s'appelait CGI il y a 35 ans, qui a saisi exactement le même moment qu'on est en train de jaser en ce moment. On est exactement au même carrefour que CGI est à l'époque. Ils sont rendus 100 000 employés. C'est de ça qu'il est question et c'est ça qui est à notre portée. Et on le fait en ne perdant pas nos valeurs parce qu'on est une entreprise avec un why très humain, un avenir numérique indépendant, responsable, humain. Chez Micrologique, on ne s'est jamais contenté de ce qui est. On veut créer ce qui sera. On veut rêver toujours plus grand, oser voir toujours plus loin, oser relever des défis complexes, oser faire toujours mieux pour le bien de tous, ensemble. Chez Micrologique, on veut bâtir un avenir numérique plus indépendant, plus responsable, plus humain. Un avenir qui mise sur des choix énergétiques durables, sur des solutions qui assurent la souveraineté des données, sur l'intelligence collective créée par une entreprise fièrement d'ici. Notre équipe exceptionnelle a su se placer aux côtés des géants de l'industrie et aujourd'hui, plus que jamais, grâce à la force et aux valeurs de notre communauté et de nos 350 experts, on est toujours prêt à trouver ensemble les meilleures solutions pour relever les défis de demain. Parce qu'ensemble, on ose voir plus loin que la donnée. Allô, allô? C'est ce qui complète mon segment. Je vous remercie beaucoup. Comme vous avez vu, je ne suis pas super habitué avec des slides PowerPoint, mais je pense que j'ai réussi à vous partager un peu ma passion, puis comme Pierre-Olivier disait, mon radotage des 10 dernières années. Mais il y a un jour où je vais me lever, puis je vais être fier de nous, comme Québécois, parce qu'on va avoir saisi cette opportunité-là. Merci beaucoup tout le monde.